Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Après ma longue lettre au parti, la lecture de tous ces documents peut susciter une certaine lassitude. Cependant, il m'a paru indispensable de vous introduire sans phare au cœur des débats, avec la volonté de faire ressortir à votre profit la vérité. Ce qui permettra de suivre le cheminement vers la répression et ses implications. Le 20 novembre 1966 se tient le comité central. Présents: Gênes, Daninte, Songeon, Ibéné, Alexis, Boiselle, Cotellon, Bangou, Géniès, Tôle, Quérel, Nérolius, Pierre-Justine, Serge et Georgette, Archimède, Lozio, Edwige, Méraud et Tomiche. Président: Daninte, secrétaire, Nérolius, rapporteur, Ibéné. Un long plan recto-verso est remis à chaque membre par le secrétariat. Ibéné reprendra, sans la détailler, une partie qui va constituer l'ordre du jour suivant. La remise des cartes 1967, entre janvier et février, dans la perspective d'un renforcement du parti. Suit une énumération des points qu'il aborde. Assurer le succès de nos candidats aux législatives. Politique dominée par la complexité de la politique gaulliste. Effort d'unité du Parti communiste français. Très essentiel, politique de domination des trusts. Le parti a suspendu ses relations avec le Front. Refus d'appliquer les décisions du parti, ou les appliquer en les sabotant par certains dirigeants. Revient sur les décisions du comité central au sujet des présidentielles. Signature de pétitions contre les candidats aux législatives par des dirigeants. Boiselle, Monrose et Tomiche écriraient des articles sur la politique du parti. NDLR, ce conditionnel pourquoi ? Le bureau politique demande au comité central de décharger ses 3 camarades de leurs responsabilités au comité central. Rôle historique du PCG à ce stade crucial de la vie du peuple guadeloupéen. Nécessité pour le prolétariat d'un PC fort en effectif, éduqué et uni. La division au sein de la direction du PCG risquant d'entraîner une division à la base. Des dirigeants contestent ouvertement toutes les décisions du parti. À propos des présidentielles, du front, de la désignation des candidats aux législatives, ont une attitude équivoque à l'égard de la ligne définie au 3e congrès et les voies et moyens, ainsi que sur les problèmes financiers. Comme comble du mépris à l'égard de la direction du parti et de ses décisions, des dirigeants se refusent à exécuter celles prises par le comité central, 15 mai 1966. En conclusion, le bureau politique invite le comité central à redresser la situation, à arrêter l'entreprise de démolition du parti en prenant les décisions qui s'imposent. Sur le plan politique en Guadeloupe, il reconnaît que la lutte pour l'autonomie n'a pas beaucoup avancé. Les causes ? Désaccord fondamental entre le PCG d'une part et d'autres forces autonomistes tant sur la ligne que sur les voies et moyens. Le front créé dans la confusion n'eut pas de lendemain en raison de ces désaccords. Mais le clou de cette panoplie, c'est cet aveu tendancieux et filandreux, pas de changement de nature dans la politique colonialiste du gouvernement. Mais tactique nouvelle du sourire et du charme. Nécessité de s'adapter à cette tactique, et d'essayer d'en tirer profit. Les interventions. Boiselle surpris et choqué. Émettent des réserves sur la qualité et le contenu du rapport. Décide de ne pas en dire davantage. Bangou, d'accord avec le rapport. Il y a 6 ans qu'ont commencé nos déboires mis en évidence dans le rapport du secrétaire général, qui avait été traité de farceur. Pierre-Justine, rapport de courage et de sincérité. Illusion à l'intérieur du PC pour croire au front. Erreur pour ceux qui ont pris les initiatives de la constitution du front. Nous n'avons pas perdu grand-chose dans la disparition du front. Nécessité de la création d'une commission de jeunes. Trop longtemps, le parti n'a pas osé frapper. Demande la promotion de jeunes disciplinés, pour que la direction du parti ne s'effiloche pendant qu'on est en train d'élaguer. S'agit-il d'exclusion ou de suspension de la direction des camarades ? Tomiche, lecture par moi-même de ma lettre au comité central avec une argumentation sérieuse. Edwige, c'est approuver la politique du gouvernement, en nous adaptant à la tactique du sourire et du charme du gouvernement. Ne pas par tactique s'acoquiner à l'administration, pire ennemi de la classe ouvrière guadeloupéenne.
Nécessité d'avoir de plus amples informations au sujet des camarades mis en cause. Demande des précisions et des preuves au sujet de certaines informations à l'encontre de ses camarades. La direction du parti n'est pas infaillible. Il faut discuter autour des documents de Boisel et de Tomisch. Méraud. Les masses sont à 90% en dehors du malaise de la direction du parti. Des camarades font preuve d'indiscipline notoire depuis 1 an. Il faut écarter ces camarades jusqu'au prochain congrès. Monrose. Un tribunal a été mis en place avec Daninte et Ibéné dans la composition du bureau. Prendre des sanctions contre Daninte pour indiscipline notoire à la Havane. S'il faut écrire tout en étant sanctionné? Cotellon. Approuve totalement le rapport du bureau politique concernant une sanction contre les camarades. Le comité central n'aurait pas sa raison d'être si la sanction n'était pas prise. G. Archimède. Regrette que les camarades concernés soient venus à de telles extrémités. Souhaite que ses camarades comprennent et reviennent sur d'autres positions. Approuve le rapport. Tôle. Approuve le rapport. Exige le fonctionnement de la commission financière. Les sanctions feront réfléchir les camarades de la section de Pointe-à-Pitre qui sont du même groupe dissident. G. Pierre Justine. Sanctions trop sévères, surtout que le comité central a beaucoup d'imperfections. Déçu des problèmes soulevés et réitérés. La base ne soupçonne pas qu'il y ait la désunion au comité central. L'exclusion peut être motivée par la trahison, et il n'y a pas eu trahison. Retenir les qualités, les valeurs du militant. Querelle. Approuve en partie le rapport. Est-ce que la direction a pris ses responsabilités vis-à-vis des masses? Avez-vous les pieds sur terre? La direction n'a pas de base de masse. Il va y avoir une déconfiture après l'exclusion de ses camarades et d'autres. Vous ne faites pas un travail pour éclairer les masses, pour renforcer, pour harmoniser les camarades du parti. Daninte. Les faits remontent juste avant le 3e congrès. Il y avait des ambitions pour prendre la direction du PCG. Tomisch est un menteur qui renchérit sur les articles de Nicolas et de Lionel Soto. Tomisch a fait passer une pétition demandant à combattre la candidature d'Elbéné. Lozio. Il faut s'incliner devant les décisions. Sanctions contre les camarades. Approuve le rapport. Alexis. Approuve entièrement le rapport. Génie. Tendance à critiquer de certains camarades pour faire valoir l'ouvriérisme. C'est dangereux car c'est lancé dans la masse par des camarades. Cela mène une action anti-parti. Il ne doit pas y avoir de démagogie, ni de faiblesse. Passe en revue la position gauchiste de Tomisch, Monrose et Boisel. Ils ont de meilleures relations avec les éléments du GONG et du CPNJG. La sanction renforcera le parti. Songeons. Pas de division en face de l'ennemi de classe. La sanction amènera les camarades sur les vrais rails. Ibéné. Tomisch a demandé aux camarades de Petit Canal de signer une pétition contre ma candidature et pour celle de Girard. Le parti détient des lettres de membres du comité central, demandant la suppression du parti et à des membres de quitter la direction du PCG. Pour le dialogue avec le préfet, nécessité de s'adapter avec la tactique du sourire. Gêne. La tactique mise en place par ceux-là qui sont mis en cause est habile. Je demande à exclure ces 3 indésirables de votre sein. Rapport adopté par 16 voix, y compris celle de Charles Edwige contre 3, Boisel, Monrose, Tomisch. Abstention, querelle. Les véritables problèmes ont été escamotés pour laisser place au mensonge, à la malhonnêteté intellectuelle, à l'hypocrisie, comme si les mots introduits au parti par les pontifes, cautionnés bêtement par des sous-verges, allaient suffire à enrayer la gangrène qui s'étendait. Daninte, le génie, sans peur et sans reproche, ne présente aucune preuve, tout comme son complice Ibéné, quand il n'hésite pas à affirmer odieusement que je faisais circuler une pétition contre la candidature d'Ibéné. Que, de plus, le parti détenait des lettres de membres du comité central dont l'objectif posait à terme la suppression du parti de la vie politique de la Guadeloupe. Le pernicieux le dispute à une invraisemblable cruauté. Pourquoi n'avoir pas produit ces lettres, cette pétition, bref, cette pièce à conviction qui consacrerait notre trahison? Pourquoi n'avoir jamais soumis au censeur la lettre de Plumasso au comité central? Pourquoi n'avoir pas cherché à aborder clairement la vérité sur la lettre,
de charme et du sourire, au général-ministre Billotte écrite par un soi-disant gaulliste de gauche, d'une profession libérale à Basse-Terre, laquelle lettre avait délibérément et pour cause court-circuité le comité de rédaction? La vérité est que les présidentielles, le bicentenaire puis la tricontinentale, dont le compte-rendu sans cesse repoussé pendant 6 mois, le ton mielleux des discours du maire de Pointe-à-Pitre aux ministres Jacquinot et Billotte avaient laissé de profondes cicatrices, une fragilité piteuse, dans la période historique, quoi que leurs auteurs aient pu écrire. En érigeant le patriarche en victime potentielle des futures élections législatives, c'était tout le parti qui allait se sentir lésé, affaibli, mais surtout responsable. Il fallait donc chatouiller la sensibilité des militants, monter une cabale en affirmant que je voulais prendre la direction du parti. La clique Ibéné, d'Aninde Serge Pierre Justine Bangou, et le fanfarongène considéré par les mêmes comme la 5e roue de la charrette, s'est surpassé dans la perversion, inspiré de la tactique nouvelle du charme et du sourire envers la préfecture et le gouvernement qui adresseront leurs vifs remerciements. Et comment? Et quand? En mai 1967. C'est dire qu'un bienfait au colonialisme n'est jamais perdu. La philosophie du lynchage des 26 et 27 mai se dessinait et allait se caractériser par la mise en place d'une manipulation destinée à broyer des anticolonialistes et d'honnêtes citoyens, des travailleurs et des étudiants. Les forces de répression n'avaient qu'à exécuter et se mettre à l'œuvre sous la couverture du judiciaire. Le communiqué du comité central ne s'attarde pas, et pour cause, sur la nature de notre trahison. D'abord, parlant du pourrissement de la situation politique qui se décline de la manière suivante. Pas de changement de nature dans la politique colonialiste du gouvernement. Mais tactique nouvelle du sourire et du charme. D'où nécessité pour notre parti d'être encore plus ferme sur les principes, tout en étant très souple dans leur application. Alors que les facteurs objectifs pour la pousser en avant nous semblent favorables, il est permis d'enregistrer un certain ralentissement du mouvement autonomiste. La question est ensuite posée: comment expliquer ce ralentissement paradoxal? La réponse en caractère gras est celle-ci. Il tire sa source du désaccord fondamental entre notre parti d'une part et d'autres forces anticolonialistes, tant sur le rôle moteur que le PCG devait jouer au sein du front, que sur la ligne générale du front et les voies et moyens pour accéder à l'autonomie de la Guadeloupe dans une union avec la France. S'ensuit la honteuse conclusion: le front créé dans la confusion était condamné à dégénérer et à disparaîtra. Le communiqué de poursuivre, mais il y a encore plus grave. Il y a le comble. En sa session du 15 mai 1966, après 12 heures de discussion, le comité central a fixé sa position sur un certain nombre de problèmes controversés à l'intérieur du parti. Il a décidé que les camarades Monrose, Boiselle, Tomiche écriraient sur ces problèmes des articles à l'étincelle faisant valoir en la forme qui leur plairait leur accord ainsi qu'ils le déclaraient expressément au comité central, avec la politique du parti. C'était une façon de les aider et d'aider le parti. Le 7 juin 1966, le secrétariat rappelait aux camarades concernés cette décision et les invitait à l'exécuter. C'est par le mépris le plus grand que ces camarades ont répondu à cette invite. Le rapport invite le comité central à redresser la situation, à arrêter l'entreprise de démolition du parti en prenant les décisions qui s'imposent. Entre celles-ci, d'unir ses membres au point de vue idéologique et politique, de développer une activité intense dans les masses et d'aider la classe ouvrière à prendre conscience d'elle-même en tant que classe. À quelle fin? Les militants devront être en possession de leurs cartes avant les prochaines législatives. Au chapitre Résolutions et décisions. Le comité central a adopté sans réserve le rapport du bureau politique. Il demande à chaque communiste guadeloupéen de faire un effort constant pour consolider le parti et créer les conditions nécessaires à la constitution d'un front anticolonialiste véritable. La question est de savoir quels obstacles se sont opposés depuis à la constitution de ce front véritable. Sur l'exclusion de 3 membres du comité central, il démet Jules Boiselle, Paul Tomiche et Arsène Monrose de leurs fonctions de membres du CC en raison de leur comportement indigne à l'égard de la direction du parti, espérant toutefois que cette décision sera suffisante pour opérer le redressement nécessaire,
qu'elle déterminera ses camarades à exécuter la décision du comité central qui n'aura pas à exiger contre eux des sanctions plus graves. À propos de ses opposants dont les Scheidemaniens, Lénine disait « Ils sont des marxistes en parole, des Louis Blanc en fait. Ils dissertent sur la majorité, croyant que l'égalité des bulletins de vote signifie l'égalité de l'exploité et de l'exploiteur, de l'ouvrier et du capitaliste, du pauvre et du riche, de l'affamé et du rassasié. 3 indésirables de votre sein, au comportement indigne? Certes, si ça atteint, pour autant ça ne détruit pas quand on mesure le niveau. D'où ça vient? Notre force était-elle ainsi surfaite pour penser qu'à 3, il s'avérait possible que nous menions une entreprise de démolition du parti? Gênes, qui avait tout fait à Moule et auprès de certaines sections pour discréditer Rosan Girard, se réjouissait du travail accompli par Ibéné, Daninte, Serge Pierre-Justine et Bangou, car mus par un cerveau à la conformation primitive, ils ne pouvaient pas ne pas se mettre en harmonie avec les penseurs intellos en jabotant « Tomiche a tronqué mes écrits, chassez-moi ces 3 indésirables de votre sein. » Tout compte fait, n'eût été le prétexte du front, le bureau politique se serait décarcassé pour éliminer ceux qui n'étaient pas en adoration devant l'intouchable acteur, porteur d'espoir de la ville de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe tout entière. Après avoir éliminé ces indésirables, le parti allait selon eux se renforcer en s'étant épuré. Ces hommes ont oublié qu'ils avaient une famille, des parents, des enfants et que salir des militants sérieux risquait de se retourner un jour ou l'autre contre eux. L'animosité engendrée par les sanctions et le rejet des indésirables était voulue pour contrecarrer la montée en puissance du front. Dire que l'étincelle du 10 juillet 1965 écrivait en titre « Le front guadeloupéen pour l'autonomie avance ». Il enchaînait. Au cours de la dernière quinzaine, le front guadeloupéen a tenu 3 meetings qui ont tous connu un très grand succès. À Pointe-à-Pitre, lors de la conférence inaugurale, les organisateurs ont eu à enregistrer la présence de quelques béquets, avocats et négociants, ordinairement si réticents au problème de l'autonomie. Signe des temps sans doute, si l'on tient compte qu'à Basse-Terre il y en eut également qui n'hésitèrent pas à applaudir les orateurs du FGA. C'est du reste dans la capitale que le record d'affluence a été battu avec 3000 personnes environ. Enfin à la mairie de Capesterre, malgré une coupure inhabituelle du courant électrique, la conférence du samedi 3 a été l'objet de manifestations d'enthousiasme. À chacune de ces 3 réunions, la jeunesse s'est mobilisée, prouvant qu'elle ne reste pas indifférente aux nécessités posées par la révolution prolétarienne à la Guadeloupe. Chaque fois, les orateurs ont exprimé leur solidarité à la cause des démocrates victimes de l'arbitraire du régime gaulliste et leur aversion pour le régime et ses laquais. Chaque fois, il a été question de mise en garde et de vigilance pour empêcher à la réaction de renouveler le cas Bébel, pour éviter le démantèlement du FGA. Aujourd'hui, du fait de son évolution au sein des diverses catégories sociales à la Guadeloupe, et sans pour autant sous-estimer les difficultés à venir, une brise d'optimisme raisonnable semble pénétrer le front guadeloupéen pour l'autonomie et les travailleurs attachés à son devenir. Mais, comme approchaient les élections présidentielles et de peur que le candidat Mitterrand n'octroie une petite décentralisation à l'équipe du FGA, les frontistes du parti, inspirés par de vieux démons, décidaient de tout basculer pour espérer prendre place, toute leur place sur un strapontin. L'état d'esprit du dialogue, inhérent à la politique du charme et du sourire, tant vanté lors du passage de Jacquinot, puis Billotte chargé de transmettre au général de Gaulle un salut respectueux et flatteur, devenait la philosophie de gens qui croyaient au Père Noël et incitaient d'autres à y croire malgré eux. Sans oublier le préfet Bolotte, à qui le bicentenaire avait rendu un vibrant et inoubliable hommage. Le 25 novembre 1966, devant le déferlement des propos, mensongers et injurieux étalés dans le public, nous adressons un état des lieux à Rosan Girard. Chers camarades Rosan, l'infamie l'emporte. La destruction du parti se poursuit implacablement, et l'inexorable couperet de la malhonnêteté vient de décapiter, à travers nos camarades Boiselle, Montrose et Tomiche, l'infime capital de probité qui provisoirement endiguait les impulsions machiavéliques des ambitieux, des félons, des traîtres et des usurpateurs que pour son malheur, le comité central du Parti communiste guadeloupéen compte en son sein. Indésirables, Boiselle, Montrose, Tomiche sont devenus parce que tout simplement,
Ils n'ont pas obéi à une direction corrompue qui leur intimait l'ordre d'écrire des articles dans l'Étincelle, pour exprimer leur accord avec l'orientation politique que cette funeste direction imposait au parti. Victimes sont ses camarades, de la perfidie de Daninte, de la fourberie de Bangou, de l'opportunisme éhonté de Pierre-Justin Serge, de la débilité caractérielle d'Ibéné, de l'antigirardisme de Gênes, de la veulerie d'Archimède, Gerty, de la malice d'Alexis Bernard et du suivisme stérile et dangereux des Géniès, Cotellon, Taulle-Lucien, Méraud, Lozio, Nérolius, Songeon, etc. Mais malgré leurs menaces, malgré leur hargne, ces démons de l'obscurantisme n'ont pas pu détruire les derniers germes d'intégrité dont quelques membres sont encore porteurs. Et il est réconfortant de constater qu'une courageuse intervention du syndicaliste Querelle a jeté le trouble dans l'esprit des fossoyeurs de notre parti. Vois-tu, Rosan ? Les 3 camarades exclus du comité central considèrent la sanction qui les frappe comme le gage de la justesse de leur position, et un encouragement à poursuivre la lutte contre le réformisme et l'opportunisme. Après eux, d'autres camarades seront frappés. Tu as été nommément mis en cause à la séance du 20 novembre 1966 du comité central. L'accusation prépare ton dossier et nul doute que dans les jours qui viennent, tu fasses partie en compagnie de Le Borgne, de ton frère Florent et peut-être Ludger de la prochaine charrette. L'heure est grave, camarade Rosan, et en toute franchise nous te disons que ton silence nous pèse. Or, les contacts que Monrose et Plumasso ont eus avec toi dans le courant du mois de septembre laissaient augurer de ta part une clarification salutaire de la situation. Avais-tu fait à Monrose des promesses uniquement pour gagner du temps et retarder l'inéluctable et fatale échéance ? Penses-tu vraiment qu'il est possible de refaire l'unité du parti avec les éléments qui tiennent actuellement les leviers de commande ? Est-ce par masochisme que tu laisses couler le navire pour revendiquer par la suite l'honneur de l'avoir renfloué ? Camarade Rosan. La fuite est une solution facile mais lâche. Ton passé politique milite éloquemment en ta faveur. Et c'est pourquoi nous nous gardons bien de te juger, d'interpréter ton silence et ton éloignement par trop prolongé de la scène politique guadeloupéenne. Le peuple de la Guadeloupe continue de te réclamer, ses préoccupations électoralistes demeurent vivaces, mais quant à nous, soucieux pour l'instant essentiellement de redonner à notre peuple les moyens indispensables à sa lutte de libération, nous nous plaçons au-dessus des considérations pourtant chères à nos populations et nous t'adjurons de nous aider par une intervention directe dans la vie politique guadeloupéenne en général, et dans les affaires du Parti communiste en particulier, à refaire l'unité de l'avant-garde du mouvement révolutionnaire. Camarade Rosan, beaucoup de camarades ont reçu des coups et continuent d'en recevoir. Placés entre le réformisme et l'esprit de collaboration de la direction du PCG d'une part, et la cruauté de l'administration colonialiste d'autre part, leur situation commence à devenir intenable. D'ici peu ne s'offrira à eux qu'une alternative. Ou bien, ils suivront ton exemple et viendront s'installer en France pour mener la lutte à distance à l'abri des sanctions et de l'impopularité, ou bien alors, ils prendront une retraite politique anticipée et laisseront le peuple se débattre seul avec ses exploiteurs de tous bords. Camarades, nous voulons ne pas désespérer de toi, nous voulons ne pas désespérer de la Guadeloupe. Ont signé 12 camarades, dont les 3 sanctionnés et 4 anticolonialistes, dont Jean Barfleur, non membre du PCG. Pointe-à-Pitre, le 28 novembre 1966. Chers camarades Le Borgne, la situation du parti a atteint un tel degré de pourrissement que toute hésitation, toute temporisation de notre part serait criminelle. C'est compte tenu de cette appréciation que nous t'écrivons. Tu connais les faits. La direction s'est écartée et s'écarte de la ligne définie par le 3e congrès, avec une persévérance qui n'égale que l'obstination qu'elle met à prétendre le contraire. Si le mot autonomie figure parfois dans les écrits de nos dirigeants, c'est comme élément de clausule en fin de paragraphe. L'électoralisme est tellement devenu la seconde nature de ses camarades que même en période non électorale, c'est à l'électoralisme qu'ils vouent leur pensée, leur âme, leur activité. L'Étincelle est un bulletin municipal, la politique du bureau politique un programme pour administrateurs d'hôtels de ville. Et puis, il y a les procédés de nos leaders. La paplardise, la séduction, la mauvaise foi, la conspiration, bref tous les moyens que les gens ambitieux, soucieux de leurs propres intérêts, ont coutume d'employer pour conserver leur place, asseoir leur position, mériter des promotions.
Usant à merveille des qualités signalées plus haut, ils viennent d'exclure du comité central Boiselle, Montrose, Tomiche. Tu te doutes bien que le tort de ses camarades est d'avoir infatigablement mis en garde contre la dégradation de la situation, d'avoir souligné les erreurs, protesté contre les déviations, montré la voie hors de laquelle toute entreprise trahit la manœuvre dilatoire ou la volonté de ne pas réussir. Et voici où nous en sommes. La jeunesse déçue, les intellectuels gangrenés par le scepticisme, la classe ouvrière décontenancée, le front effiloché, le mouvement autonomiste marquant misérablement le pas. La lettre est déjà longue. Il nous faut terminer. Nous savons ce que tu penses et que tu penses comme nous. Tu sais, et nous savons le crédit que tu as au sein des masses guadeloupéennes. Une prise de position venant de toi, nette, claire, constituera, nous en sommes sûrs, un apport considérable à la lutte implacable que nous avons décidé d'entreprendre ou de poursuivre, pour mettre un terme à une politique qui déshonore notre parti et fait honte à notre peuple. Salut fraternel. Ont signé, entre autres, Stéphane Archimède, Max Gano, Victor Cécile, Gilbert Missoudan, Eugène Plumasso, Aton Zamia, Jules Boiselle, Arsène Montrose, Paul Tomiche, etc. Naissance d'une nouvelle rubrique intitulée « La vie du parti ». Il s'agit d'un véritable cri d'alarme. Le 2 décembre 1966, Serge Pierre Justin s'en va à Sainte-Anne informer la section des décisions prises par le comité central. Après un exposé détaillé et précis, les dirigeants de la section unanimes ont approuvé la décision d'exclure du comité central les 3 camarades Montrose, Tomiche et surtout Boiselle. Les dirigeants de la section de Sainte-Anne ont mis l'accent sur les dangers que fait courir au parti dans son ensemble, l'indiscipline de quelques-uns. D'où la nécessité urgente qu'il y avait de mettre de l'ordre dans nos affaires, pour que le PCG accomplisse les tâches qui lui sont posées par la vie et la lutte du peuple guadeloupéen. Aux abîmes, sous la présidence du responsable de la section Rigobert Lozio, Géniès par un exposé clair et détaillé souligne notamment l'attitude du groupe anti-parti Boiselle, Tomiche, Montrose qui s'organise à l'encontre de la discipline du parti. C'est à l'unanimité des présents que la section a approuvé la décision du comité central excluant en son sein, pour attitude indigne, les camarades Tomiche, Boiselle, Montrose. À Pointe-à-Pitre avec Ibéné, à Morne-à-l'Eau avec Songeon, à Port-Louis avec Gênes, les sections, après avoir chaque fois unanimement approuvé la décision d'exclusion du comité central, sont invitées à se renforcer, à accroître leurs efforts et appelées à la vigilance pour ne pas avoir à regretter à l'avenir que les déviationnistes soient dénoncés bien plus tôt. Le 16 décembre 1966, une motion commune, du personnel des syndicats affiliés à la CGTG des hôtels Fort-Royal, la Caravelle, l'Auberge de la Vieille Tour, du Grand Hôtel, de la Société d'élevage de la Grande Notaire, laiterie de Beauport et du SPECOG, fait observer que des bruits tendancieux circulent non seulement dans des milieux patronaux, mais aussi parmi des dirigeants syndicaux en quête de popularité. Ces bruits ont pour but de discréditer, saper l'influence, les possibilités et l'autorité de notre camarade dirigeant auprès des militants syndicaux mal informés et non avertis. Que devant cet état de choses et considérant que le camarade Tomiche n'a jamais failli à son devoir, et au contraire, il s'est toujours acquitté de sa très difficile tâche dans ce régime colonial, avec dévouement et désintéressement. Le 24 décembre 1966, les masses doivent être informées du complot en voie d'exécution contre le PCG. Un titre. Le groupe anti-parti se démasque. Dans cet article fourre-tout, les candidats réactionnaires, la police coloniale, les arrivistes, les malhonnêtes, les incapables, les comploteurs seront fustigés. Le peuple de la Guadeloupe jugera sur pièce en toute connaissance de cause. Les renégats en seront pour leurs frais. Mais en face, pas question de rester figés, les bras croisés. Alors, nous sommes contraints de publier une déclaration intitulée « Nous prenons position », avec un sous-titre « La vérité seule est révolutionnaire ». Telle est notre réaction sous la bordée d'injures, de mensonges, d'agressions dont le but est de nous discréditer aux yeux des militants et du public. Pour les grands chefs, le parti avait toujours raison quoi qu'il fît. Dans leur volonté d'épuration, il devait nous rester avec notre trahison que la honte silencieuse ou le suicide collectif. Les propriétaires du parti, dans leur hérésie, ne s'attendaient certes pas à la possibilité d'un tir de barrage. Pour eux, l'exclusion du comité central voulait dire exclusion tout court du parti et de la vie sociale. Rien de moins.
Le semblant d'habillage ne servait que pour les non-initiés ou pour l'extérieur? Les exclus ne se sont arrêtés ni à la grossièreté de ceux qui les accusaient de trahison, ni à l'amitié de ceux qui prêchaient la compassion en des jours aussi difficiles. Nous n'allions pas pleurer ni offrir la joue gauche. Avec des camarades déterminés, relever le défi ne fut pas simple. Mais aux grands mots les grands remèdes. Il nous fallait informer. D'où la fulgurante et imprévisible réplique, nous prenons position. Nous formons une entreprise qui paraîtra répréhensible. Nous violons le secret. Nous étalons des controverses internes. Des communistes sans prétention qui ne se croient pas infaillibles mais qui savent que la vérité seule est révolutionnaire, se sentent obligés de dire publiquement les raisons de leur désaccord avec d'autres communistes. Ce faisant, ils auront l'air d'enfreindre les statuts. Mais notre parti n'est pas une société secrète. La loi du milieu, le mutisme des conspirateurs, le silence qu'impose la complicité, illustrent des principes de dignité et des règles d'honneur contre lesquelles s'insurge la conception qui est la nôtre, de l'honneur et de la dignité. En outre, nous nous prétendons le parti du peuple. Nous croyons constituer l'avant-garde des classes laborieuses, et aussi celle des intellectuels résolus à lâcher l'intelligence et à affranchir la pensée. Nous faillirions à notre tâche si nous hésitions plus longtemps à porter devant les ouvriers, les paysans, les intellectuels les termes d'un débat qui concerne leurs intérêts, touche à leurs préoccupations, met en jeu ce à quoi ils aspirent. Enfin, nous ne l'oublions pas, le silence a trop desservi la cause du communisme en favorisant une longue suite d'horreurs dont il ne s'agit pas seulement d'avoir honte. Chinois? Vous êtes des Chinois, dira-t-on. Nous ne sommes ni Chinois ni pro-Chinois. C'est l'Union soviétique et la Chine populaire qui, les premières, brisant la fatalité de l'oppression et du malheur, ont fait perdre au peuple le goût du désespoir. Nous nous bornons à déplorer que les descendants de titans de la Révolution d'Octobre, et les fils des héros de la Longue Marche, n'aient pas continué de collaborer fraternellement à l'édification de demain. Nous gardons l'espoir qu'interviendra un règlement du différend. Il n'y a donc aucune raison de nous croire enrôlés sous la bannière des gardes rouges. Mao a conduit son peuple à la victoire. Profitons de son enseignement. Mais n'imitons personne. La politique n'a rien à voir avec la décalcomanie. Si Mao, Lénine et Castro ont réussi, c'est qu'ils se sont montrés à la hauteur de la situation qui s'offrait à eux. Ils ont compris les masses, ils se sont éduqués à leur contact et ayant tous travaillé, lutté, souffert, ils sont tous ensemble entrés dans la voie royale de la libération. Analyser, comprendre, expliquer, faire corps avec les masses, tels sont les enseignements de Mao et de Lénine et de Castro qui n'ont jamais dit qu'il s'agissait de bavarder, de substituer une situation à une autre, de maugréer dans le désert des mots d'ordre forcenés, de discréditer ses plus proches alliés, de cacher à peine son mépris pour un peuple mou, frivole, qui refuse d'avaler les alouettes toutes cuites qu'on lui met dans la bouche. Ambitieux? Ambitieux peut-être? Oui, nous avons l'ambition communiste. Nous voulons travailler, façonner nous-mêmes notre destin, nous élever avec notre peuple le plus haut possible. Mais nous n'envions pas les postes de direction. Nous en avons eu. Il nous est arrivé d'en refuser. Nous exigeons simplement le droit de dénoncer les incapables où qu'ils se trouvent. Certaines candidatures aux élections ne nous plaisent pas. Ce n'est pas que nous pensions que les nôtres eurent pu avoir la valeur irrésistible d'un plébiscite. C'est que ces candidatures ne traduisent pas la volonté de la base communiste et que partant, elles sont impopulaires. La ligne actuelle est la nôtre. S'agit-il donc d'une remise en cause de la ligne politique définie par le Troisième Congrès? Nous revendiquons cette ligne. Nous avons contribué à l'élaborer. Le mot d'ordre d'autonomie dans le cadre d'une union avec la France colle avec les aspirations des peuples antillais. Nous nous y tenons fermement. La politique du charme. Mais alors dira-t-on, de quoi vous plaignez-vous? C'est qu'il y a les principes et les faits, la théorie et son application. Or, au sein de notre parti, les faits contredisent les principes, la pratique dénature la théorie. Depuis quelques années, nos dirigeants ont admis, comportement qui constitue déjà une violation des principes, que l'élu communiste est un communiste à part. Devant le pouvoir, il faut qu'il soit tout sourire. Tout mignon.
Plus il sera gentil avec le préfet, le ministre, le président, plus on lui accordera de crédit, plus le peuple sera satisfait, plus le parti se renforcera. Le malheur c'est que le peuple n'avoue pas sa satisfaction, et que le parti traverse une crise qui peut être mortelle. Le bureau politique qui compte une majorité de conseillers municipaux et un excellent maire, n'en a cure. Ainsi, la technique du compromis qui lui semble salutaire sur le plan administratif va s'étendre à toute l'activité du parti. Que cette tactique du compromis ressemble dangereusement à la compromission, que le charme en vint à dégager un parfum de prostitution, nos dirigeants n'en ont cure. Des exemples. De Gaulle revient de Djibouti. Le sang et le cri des Somaliens hantent les nuits de notre homme. Il passe par Pointe-à-Pitre. La direction du parti va-t-elle prendre l'initiative d'une quelconque manifestation ? Rien n'est fait en ce sens. Mais le lendemain, à 10 heures, à l'aérodrome du Rézet, des membres du bureau politique et du comité central, bouleversés d'émotion et sourire aux lèvres, saluent le grand décolonisateur et lui expriment leurs vœux de prospérité et d'heureux retour. Ces dirigeants du parti étaient-ils des élus ? Peut-être. Mais le séjour de Gaulle à Pointe-à-Pitre ne s'expliquait que par des raisons techniques. Le chef de l'État français ne faisait que passer. Il fallait le laisser passer. L'absence n'est qu'une forme anodine de protestation. Du moins, laisse-t-elle intacte la dignité. La population de Sainte-Thérèse, à la Martinique, se soulève et tient la rue pendant 2 jours. Exaspérée de façon permanente par la misère et le chômage, ulcérée de voir le traitement infligé par la gendarmerie à un homme, fût-il un repris de justice, elle éclate en une flambée de colère folle. Des blessés. Des dizaines de prisonniers, parmi lesquels des camarades du parti frère. La direction du parti va-t-elle saisir cette occasion de dénoncer le colonialisme ? Non. Elle garde un calme olympien. Si elle manifeste sa mauvaise humeur, c'est sous la forme d'un article signé de notre secrétaire général qui s'en prend au progrès social, accusé de défendre l'assassin Marny. On n'a rien compris, rien analysé, rien fait. Le pouvoir sera content. Sourire pour les uns, pour les autres, MINERENFROGNE. Cette même direction si inefficace devant le pouvoir sait à l'occasion manifester son énervement. Des camarades de la section de Pointe-à-Pitre la gênent. On le leur fera sentir en venant leur lire des rapports longs, indigestes, menaçants. Pourquoi, dans telles circonstances, ne se sont-ils pas mis à la disposition de la municipalité ? Pourquoi n'entourait-il pas le secrétaire général le jour où celui-ci, dans le cadre des présidentielles, avait daigné s'adresser à la population qui d'ailleurs, ne s'était pas dérangée ? Cette malheureuse section organise-t-elle un meeting pour protester contre l'entreprise anthropophagique des Américains au Vietnam et à Saint-Domingue, et dénoncer les méfaits du colonialisme français ? L'étincelle n'en souffle mot. Cette malheureuse section organise-t-elle une soirée pour rappeler que, le 28 mai 1802, 300 Guadeloupéens aimèrent mieux mourir que vivre à genoux ? Cette commémoration du sacrifice de Delgray et de ses compagnons a droit dans notre journal, à moins de place que l'anniversaire de la naissance de notre glorieux secrétaire général qui, à cette date, poursuit à Moscou ses études de révolutionnaire guadeloupéen. Dans le même temps, l'étincelle regorge de comptes rendus à propos des fêtes du bicentenaire, du Festival d'art contemporain, manifestation patronnée par la municipalité, éclairée par la présence du préfet, du président du conseil général, de l'attaché culturel et autres étoiles de moyenne grandeur. Nos dirigeants se multiplient, décuplent leurs activités, aiguisent leurs plumes. Ils sont inspirés. L'esprit souffle en eux. Ils ont presque du talent. Nous ne sommes pas contre. Mais, on admettra qu'il y a quelque chose de cassé dans le fonctionnement de cette justice distributive. L'étincelle. D'ailleurs, l'étincelle est devenue la propriété du bureau politique, donc, un bulletin municipal. Le comité de rédaction régulièrement élu n'a rien à dire. Les membres de ce comité sont très étonnés de lire des articles qui n'ont pas été soumis à leur approbation. Les leurs sont à leur insu tronqués, émasculés, vidés de leur substance, parfois subtilisés. Le secrétariat du parti est le censeur suprême. Il donne ou refuse l'imprimature en fonction d'impératifs aussi catégoriques que méprisants. Le temps du MEPRIS. C'est en fait le temps du mépris.
À la conférence de la Havane, un dirigeant délégué par notre parti démontre son incompétence et son manque de conviction, en se laissant berner par des gens qu'il dit ne rien représenter. Il viole avec une inconscience effarante notre mot d'ordre d'autonomie. Il signe une résolution en faveur de l'indépendance. À son retour, fait-il un compte-rendu devant le peuple? Convoque-t-on, dans toutes les sections, l'Assemblée générale des communistes pour que le dirigeant en question dresse à l'intention de ses camarades le bilan remarquable de sa prestigieuse activité? C'est encore au même homme qu'on réserve l'honneur d'aller porter au congrès du Parti communiste de l'Union soviétique le salut fraternel de son parti et de son peuple. Il revient de Moscou. Il n'a même pas la condescendance de venir raconter à son parti et à son peuple les belles choses qu'il a vues là-bas. 2 poids, 2 mesures. Contre cette politique d'abandon des principes, de capitulation devant le pouvoir, de mépris à l'égard de la base et des masses travailleuses, des militants qui gardent intact leur bon sens et leur dignité de communistes protestent. On les accuse aussi secs d'être des aventuristes, des liquidateurs, des agents de Pékin. La direction transforme systématiquement la moindre critique en opposition. L'opposition devient activité fractionnelle. L'activité fractionnelle se transmue en conspiration qui, en un tour de main, revêt le visage hideux de la trahison. On fusillerait si on pouvait. On se contente d'exclure ces indésirables pour comportements indignes, en employant à dessein cette expression vague qui laisse la porte ouverte aux sous-entendus infamants et aux interprétations calomnieuses. Ainsi pour les uns, la hache de la discipline tombe inexorable, pour les autres elle n'est qu'un hocher dérisoire. Conséquence. Les résultats sont évidemment piteux. Un comité central, incapable de réaliser l'unanimité. Des décisions arrachées avec peine à une majorité mal informée, fatiguée par la procédure, épuisée par les manœuvres, décontenancée par les subtilités d'une dialectique déloyale, intimidée par les menaces. Les militants de base écœurés par des directives qui méprisent leurs doléances, foulent aux pieds leur point de vue, les fait apparaître aux yeux des masses qu'ils côtoient et représentent comme des polichinelles désarticulées. Et c'est la farce des élections présidentielles. Le non-sens des candidatures aux législatives. Girard proposé par toutes les cellules, refusé par la direction. Taré ignoré de toutes les cellules, investi par la direction. Notre pauvre parti tiraillé, misérablement déchiré. Le front pour l'autonomie brisé. Nos alliés, l'équipe du progrès social, le CPNJG. Promu à la dignité d'ennemis irréductibles. Cependant que depuis quelque temps, un jabour nous tresse des couronnes et nous accable sous le poids de son étrange affection. Les masses désorientées. La jeunesse dégoûtée. Et gangrenée par le scepticisme, les métropolitains qui suivent avec sympathie notre lutte s'interrogent. L'ennemi, lui, est aux anges, sourit. Et devant ce beau travail, nos dirigeants, inaltérablement satisfaits, se congratulent. Pour un QUATRIEME congre. Voilà des raisons, et il en est d'autres pour lesquelles nous avons enfreint la règle du silence. Nous, communistes, ne pouvons nous complaire dans ce pourrissement. Notre amertume est grande. Mais il n'y a pas place dans nos cœurs pour le découragement. Tout peut être sauvé. On redonne la parole à tous les communistes. À ceux qui ne se contentent pas de dire qu'il faut que cela change. À ceux qui se refusent à jongler avec la misère de notre peuple. En avant, camarades, pour un 4e congrès extraordinaire qui assainira notre part, investira de sa confiance des militants courageux et honnêtes, consolidera le front de l'unité, redonnera confiance aux masses de notre pays et nous fera gagner, tous ensemble, la bataille de l'autonomie dans le cadre d'une union avec la France. Ont signé Brigadel Jalem Edmond, Alfred Joseph Bénédicte, Andy Murat, Archimède Stéphane, Bergame Robert, Boisel Jules, Bomba Auguste, Borès Berthier, Boudou Rigobert, Cécile Victor, Cipollin Alex, Kouakou Gérard, Davillé Hubert, D'Estival Théodule, Dupuis Éric, Eugénie Gérard Ditelef, 4 fois emprisonné pour la cause du parti, Fort Jérôme, Gano Max, Dr Gano Raymond, Girard Florent, Girard Marcellus, Ourlier Camille, Hubert Gérard, Jean-Élie Robert, Querelle Hubert, Delacroix Alexius, Lecourt Gabriel, Missoudan Gilbert, Monrose Arsène, Plumasso Eugène, Kidal Pierre, René Siméon, René Ninon, Taillasson Nicolas, emprisonné pour cause du parti, Tomiche Paul, Ludger Nicolas, Francisque Félix, Zamia Hatton. NB.
Faute de place, nous n'avons pu publier la liste complète des signataires. Nous nous en excusons auprès des autres. Oh! Sacrilège! Tout un pan du parti qui désavoue publiquement les monstruosités des intouchables. Ce parti, qu'ils considéraient comme leur propriété et dont les membres du bureau politique croyaient pouvoir disposer pour satisfaire des ambitions personnelles, a conservé un certain sens de l'honneur et de l'intégrité de sa sphère sociologique. La frange communiste la plus saine, la plus désintéressée de l'intérieur, comme à l'extérieur du parti, a compris que nous ne pouvions à trois procéder à la démolition de ce précieux symbole de la vie et de l'espoir. Les réactions dès lors vont se succéder. La résolution des communistes de Pointe-à-Pitre réunie en séance plénière le dimanche 8 janvier 1967, qui dit, après avoir entendu les explications du bureau politique sur l'entreprise de démolition du parti et par les militants de base, condamne avec la dernière rigueur l'initiative des promoteurs du tract, nous prenons position. Flétrissent l'attitude déloyale de ceux qui, rompant avec la discipline et les principes communistes, se sont à l'intérieur du parti, organisés en groupes anti-parti pour tendre la main aux ennemis de l'extérieur et lancer une agression inqualifiable contre le parti. Apportent leur soutien total au comité central et au bureau politique, devant l'agression subie par le parti. Approuvent chaleureusement la déclaration du bureau politique. En date du 26 décembre 1966. Demande à tous les militants du parti d'accepter, dans la période que nous traversons, la discipline la plus rigoureuse et un accroissement du travail et de la vigilance révolutionnaire dans l'intérêt et pour la sauvegarde du parti. Contrôle des cellules et des militants, suppression des cellules de jeunes ne répondant pas aux critères prévus par les statuts, défense et protection des dirigeants du parti, etc. S'engage à tout mettre en œuvre pour restaurer l'unité de la section de Pointe-à-Pitre par des grandioses remises de cartes 1967, et la tenue d'une conférence de section efficace et régénératrice les 21 et 22 janvier 1967. Appelle les sympathisants et tous les honnêtes gens de Pointe-à-Pitre à accroître leur travail démocratique et leur soutien actif à la politique du Parti communiste guadeloupéen. Exhorte le peuple de Pointe-à-Pitre à se mobiliser pour défendre les intérêts majeurs de notre peuple, pour mener avec combativité la lutte contre le colonialisme français, pour le triomphe de notre revendication d'autonomie dans le cadre d'une union avec la France et pour le succès aux élections du 5 mars 1967 dans la première circonscription de la candidature du camarade Égési Pibéné régulièrement désigné par le comité central. Adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions par une salle comble. Même avec 3 abstentions, la salle comble a dû frémir et les dirigeants menacés d'agression ne plus sentir que du coton à la place de leurs jambes. Qui sont les ennemis de l'extérieur auxquels le groupe anti-parti a tendu la main pour lancer cette agression inqualifiable? Les impérialistes chinois? Ou alors, les socialistes locaux? L'UNR-UDT et ses valets nationaux et locaux, sauf Ronel, sauf Galeron, sauf Lazare, sauf son éminence Vallaud et ses grands électeurs sénatoriaux 20 mois plus tard? Ou alors le général président, De Gaulle toujours respectueusement salué, jusqu'et y compris par le truchement de ses ministres de passage? S'il existe encore des survivants du parti qui ont pris part à la rédaction de ce texte, et qui se sont bravement et courageusement opposés à l'inqualifiable agression, qu'ils indiquent à la postérité quels étaient ces ennemis de l'extérieur qui avaient su, si intelligemment, manipuler ce groupe anti-parti. Où sont tous ces facteurs moraux, culturels et intellectuels qui déterminent la notion de pudeur, de dignité, de crédibilité dans tous les actes de la vie? Si dans le cas qui nous concerne, une volonté commune s'est forgée, alimentée et assumée, c'est que le groupe dirigeant avait hélas fondamentalement gangrené toutes les structures du parti et pour s'exonérer de la déroute annoncée de l'organisation, envisageait un aspect réducteur de tous les maux. La conquête du siège de député par Ibéné, ce qui, supposait-il, conforterait ses options contre les partisans de la candidature de Rosan Girard. Et quand le grand Sachem, habile initiateur l'année suivante de l'attelage Vallaud-Gargare, prend sa plume, le 21 janvier 1967, pour s'adresser à ses ouailles, il entonne dans l'étincelle une prodigieuse rengaine sous le vocable de « faux problèmes et faux communistes ». Après avoir appliqué son immanquable stéthoscope sur des problèmes complexes posés par la réalité,
d'où peuvent surgir les controverses légitimes et dont les aspérités de la vie quotidienne qui, dans une certaine mesure, renforcent la vitalité d'un parti communiste, il y a toujours eu aussi de faux problèmes posés par de faux communistes qui masquent la volonté de leur objectif de destruction sous l'apparence trompeuse de fausse loyauté et de fausses difficultés à résoudre. Combien de militants, combien de sympathisants devraient en effet s'interroger dans les événements en vérité mineurs qui agitent aujourd'hui l'opinion, sur leur responsabilité et leur lenteur à porter à la connaissance du parti tous les faits, toutes les informations eussent rendu plus prompte et plus autorisée son action de sauvegarde. Cela dit, la mauvaise foi de notre carteron d'anti-parti était évidente autant que l'est leur objectif visant à ralentir la marche en avant des forces progressistes du pays. Notre parti est en train de prouver de façon éclatante son aptitude à se maîtriser et à maîtriser les événements, dans l'application d'une ligne politique réaliste qui n'est ni le suivisme ni l'aventurisme. Par le choix de ses candidats et par le résultat de son action municipale, tant dans les mairies communistes que dans celles où son soutien a installé des listes d'union, il démontre d'une manière exemplaire qu'il n'entend conduire le peuple ni à contre-courant de l'histoire, ni dans une hâte révolutionnaire néfaste à la cause du prolétariat. Cela étant clair pour les militants, les sympathisants, les classes moyennes, l'immense majorité du peuple guadeloupéen, celle-ci est décidée à accentuer sa pression sur les pouvoirs publics pour que disparaisse la fraude électorale. Et c'est à ce moment-là que ce vaste mouvement en profondeur pour des consultations loyales aux législatives est brisé, paralysé par une opération spectaculaire de faux communistes, montant en épingle de faux problèmes. Notre homme ayant rangé le stéthoscope après auscultation de l'organe en pleine décélération, selon lui, tire avec emphase et satisfaction des enseignements de son bicentenaire et de son influence sur les futures élections législatives. Il s'étend. Le parti dans sa marche en avant, dans sa volonté de convaincre les larges masses de la justesse de sa politique et de son aptitude à l'appliquer avec maîtrise et sagesse, avait marqué trop de points. Une population unie pour imposer le respect du suffrage universel le 5 mars et le triomphe subséquent de nos candidats aux législatives, en face d'adversaires dont tout le monde se demande en vain qui ils sont. C'en était trop. Il fallait briser cet élan et démobiliser l'opinion, la détourner de cet objectif clair et mobilisateur du respect du suffrage universel, et l'inviter à discuter du sexe des anges. Pas un problème agité par ces hommes de paille ou de main, qui ne soit un faux problème, y compris celui du bicentenaire dont le bénéfice ne devait en aucun cas revenir au parti, à son prestige, à son aptitude à mobiliser des courants divers de la population pour la réalisation d'entreprises d'exaltation de la personnalité guadeloupéenne. Ce qui leur importe ou du moins, ce à quoi ils semblent prêter attention, c'est tantôt la présence du représentant de l'autorité de tutelle, tantôt contradictoirement, celle du président d'une assemblée locale qui par le fait même qu'elles est locale, ne devrait pas être sur le plan des principes rabaissés par eux. De quoi s'agissait-il en définitive ? Du bicentenaire, c'est-à-dire de 2 siècles de l'histoire d'une ville, manifestation dépassant le cadre de notre parti qui n'a que 22 ans d'existence et qui, malgré son influence déterminante sur notre histoire contemporaine, ne saurait intégrer tout ce qui a été fait de positif pendant 200 ans par toutes les couches de la population. Organisée par une municipalité progressiste comportant des communistes et des non-communistes, elle a été présidée par les 3 plus hautes personnalités officielles du moment. Universitaire, Monsieur le recteur Babin, préfectoral et local. Et en admettant même qu'un faux pas fût fait, il suffirait de considérer le retentissement de cette manifestation, son écho dans la Guadeloupe entière, son rejaillissement bénéfique sur la municipalité de Pointe-à-Pitre dont elle consolidait du même coup l'audience, pour penser qu'il y avait mieux à faire que la distribution de tracts diffamatoires. Le bicentenaire, dans la mesure où il consolidait la confiance de la population dans la municipalité, où il était un point, à l'actif d'une édilité dynamique et progressive où le parti a sa part, où il était un succès dans l'entreprise d'élévation de la conscience et de l'éducation culturelle des classes laborieuses, où il s'ajoutait à toutes les initiatives destinées à permettre leur rapide promotion, devait être combattu et servir de cheval de bataille pour démolir ceux qui en avaient eu le mérite. À voir les choses de près, l'entreprise consciente de ce carteron d'antiparti vise non seulement à démolir le parti,
mais aussi à laisser les masses dans l'abrutissement pour mieux en abuser démagogiquement. Comment celles-ci pourraient-elles ne pas leur en vouloir furieusement, elles qui savent tous les sacrifices que chaque pas en avant leur a coûté. Signé, Dr Henri Bangou, membre du bureau politique. Tant que réponse ne sera pas donnée un jour, l'empreinte des fossoyeurs se fera toujours pressante sur la vie de ce parti. C'est en effet, au nom de la sauvegarde de la pureté idéologique, du mythe de l'orthodoxie des rapports de force internes au niveau des directions des partis, les purges, les excommunications, les procès excluaient toute possibilité de débat nécessaire à la clarification et aux mutations qu'imposait l'évolution de la société. La vie en tant que telle était suspendue aux intérêts et au bon vouloir de poignées de bureaucrates pontifiants, détenteurs selon eux de la vérité absolue. Mais finalement, les erreurs politiques ne peuvent indéfiniment contourner le cours de l'histoire. Elles se paient. Toujours et malheureusement, les travailleurs sont les premiers à en faire les frais. Et contrairement à ce qu'affirmait le Tché, certes à une période historique, cela ne se surmonte pas, cette étape de l'histoire ne se tait pas et a du mal à disparaître. La chute brutale du bloc socialiste en a été le témoignage historique le plus accablant. Les dirigeants du parti dès ce moment prenaient avant leurs compères soi-disant communistes, idéologues, mais ignobles bureaucrates des pays de l'Est, convertis en de fiefés voyous, l'initiative d'écrabouiller l'organisation au nom d'intérêts plus que partisans et méprisants. Sous la rubrique « La vie du parti », les visites dans les sections qui n'avaient jamais connu un tel engouement se multiplient. 15 jours après Serge Pierre Justine, Henri Bangou participe à la section de Basse-Terre à une séance d'explication le jeudi 29 décembre 1966. De l'avis des responsables de la section, la signature du docteur Raymond Gano sur le tract Nous prenons position revêtait une importance capitale pour les détenteurs de l'orthodoxie qui n'en revenaient pas. Le communiqué annonçait qu'à l'issue de la séance une motion avait été votée condamnant l'attitude fractionnelle des renégats Tomiche, Boiselle et Montrose et approuvant leur exclusion du comité central, motion qui avait été publiée à l'Étincelle. Après l'offensive à tout va, le bureau politique s'acharne sur les auteurs du texte Nous prenons position. L'Étincelle du 31 décembre 1966 procède à un laborieux inventaire sur l'entreprise de démolition du parti. L'examen des signatures permet de classer les signataires dans les catégories suivantes. D'honnêtes camarades dont Tomiche et Plumasso ont abusé de la confiance. René Siméon qui a menacé de voter pour Albran s'il n'était pas soutenu dans l'édification de la route de Guiampo. Boiselle Jules, infiniment perméable à l'idéologie social-démocrate qu'il se chargeait de répandre au sein du parti, a écrit les autocritiques les plus humiliantes, a abandonné sans motif valable la conférence des représentants des partis communistes et ouvriers de Moscou en 1960. Kérel Hubert, esprit crédule subissant l'influence délétère de Tomiche et de Ludger. Ludger Nicolas a toujours donné de profondes inquiétudes au parti. Voudrait se placer au-dessus des instances du parti. Ambitieux et infatué de sa personne, a émis des votes équivoques tant au Conseil général qu'à la Fédération syndicale mondiale. Ses votes diplomatiques et ses voyages en Chine ne sont pas étrangers à sa volonté manifeste de saper l'autorité de la direction du parti. Girard Florent, à l'origine de toutes les difficultés à la municipalité du Moule. Montrose Arsène, membre fondateur du GONG et du CPNJG. Tomiche Paul, du même acabit que Montrose, joue le double jeu. A été de collusion avec Dessous. Se signale pour son goût de l'aventure. Diffuse les pires calomnies contre les dirigeants du PCG, du PCF et du PCUS. S'est fait refouler de l'Union soviétique. Enfin la résolution qui constate et décide. L'exclusion immédiate du comité central pour cause de trahison de Ludger, Girard, Florent, Kérel, René Siméon. La dissolution de la section communiste du Moule et de la cellule Karl Marx à Pointe-à-Pitre. Le développement par tous les moyens d'une campagne de vérité répondant point par point à tous les arguments mensongers et calomnieux avancés par les rédacteurs du manifeste. Enfin, le bureau politique appelle tous les dirigeants, tous les militants et sympathisants
à se mobiliser pour écraser dans le meilleur délai et définitivement ce complot qui vise à miner l'unité et la cohésion du prolétariat guadeloupéen et de son parti communiste. De manière à élire dès le 5 mars et triomphalement les 3 députés porte-drapeaux de l'autonomie de la Guadeloupe, dans une union avec la France. Pointe-à-Pitre le 26 décembre 1966. En ce début de 1967, témoignages et flagorneries de vacanciers titrés en métropole s'adressent au courageux camarade Gênes. Ulysse Laurent, ancien conseiller général communiste, ancien membre du comité central qui forme le vœu qu'il gêne, trouve dans le noble combat qu'il mène pour la libération économique et politique du peuple guadeloupéen des raisons d'espérer, sachant que tous les vrais communistes approuvent son action et celle des camarades du comité central sans la moindre réserve. Profite de la circonstance pour lui transmettre un chèque de 250 farades comme contribution à la réparation de la maison du parti. Un Laurent qui, à lui seul, disposait de suffisamment de ressources pour faire réparer intégralement la maison du parti, s'estimait satisfait et de la caution morale qu'il apportait et de sa contribution, 250 F, alors que d'autres camarades s'étaient inlassablement échinés, avant et après le cyclone Inès, à donner une âme à ce lieu. De René Georges, membre du bureau politique. Aux camarades du BP, j'exprime ma solidarité avec eux dans l'action de combat d'aspect aggravé dans la conjoncture actuelle. En attendant que je puisse leur apporter ma modeste contribution, je leur fais mes vœux de bonne santé, de courage révolutionnaire et de confiance dans la mission de notre indispensable parti. De plus, ce numéro 927 de l'Étincelle du 7 janvier 1967 exprime toute la dimension paranoïaque, sous-informée, du crétinisme intellectuel des dirigeants dont le secrétariat se fait l'écho, à travers une prose intitulée « Quand Boiselle et Lodger reprochent au parti leur propre présence à la réception de De Gaulle ». L'une des raisons avancées par le groupe anti-parti pour essayer de justifier l'entreprise de démolition du parti, commencée depuis plusieurs années, est la prétendue compromission du parti avec le pouvoir colonial, voire sa prostitution. Et à cet égard, l'exemple donné par le groupe est significatif du cynisme qui sert de base à l'opération anti-parti. Les Montrose, Boiselle, Tomiche, Lodger et autres experts en délicatesse trouvent la preuve de l'abandon des principes du parti, dans le fait que des membres du bureau politique et du comité central se sont rendus à l'aérodrome pour saluer le président de la République française lors de son dernier passage. Enfin, tout le monde sait avec quelle hâte Boiselle se précipite d'habitude aux réceptions officielles, oubliant de consulter le parti ou foulant aux pieds ses directives. Quant au diplomate, Lodger, nul n'ignore qu'il ne perd pas une occasion de serrer des mains officielles, de parader avec les grands du jour et de se pâmer de joie sous leurs compliments flatteurs. L'on pourrait déjà être surpris de s'entendre reprocher par ces habitués des fastes départementalistes la présence d'élus communistes aux manifestations officielles. Mais il y a mieux. Il y a, qu'à l'occasion du passage du président de la République française, c'est leur propre présence à eux, que Boiselle et Lodger reprochent au parti, alors qu'ils ont assisté à la réception et n'ont à ce sujet ni sollicité ni obtenu l'accord du parti. NDLR, Bangou a-t-il sollicité l'aval du parti pour la fête du bicentenaire ? Il y a que, n'était-ce des circonstances indépendantes de sa volonté, Tomiche lui-même aurait serré comme les autres la main du général, puisqu'une carte d'accès avait été demandée et établie en son nom, avec son accord, à la diligence de Lodger. NDLR. Quelles circonstances m'eurent empêché d'aller, comme les habitués des fastes et cérémonies, à la rencontre de De Gaulle si un jour je l'avais voulu ? La carte d'accès en question est sortie du même esprit obtus que la pétition qu'il m'avait attribuée de faire signer à Petit Canal, contre le choix de la candidature d'Ibéné aux législatives. Mais enfin, qui avait demandé et fait établir puis établi cette fameuse carte d'accès en mon nom ? Peut-être la Tchéka. Le GPU. Et le journal en caractères gras, enchéri. Voilà la vérité. Le secrétariat, ni le bureau politique, ni le comité central ne se trouvaient pas, et ne pouvaient se trouver à la réception de De Gaulle. Des communistes, eu égard aux responsabilités qu'ils détiennent dans certains organismes, y ont été invités et s'y sont rendus. Et si Bangou et Lacavé, maires communistes, en ont préalablement informé la direction du parti, Lodger et Boiselle s'y trouvaient de leur propre chef. NDLR,
sans doute pour annoncer qu'ils allaient, avec l'accord des ténors de leur organisation d'avant-garde, changer la face du monde. Pour camoufler les faux pas, berner les militants de base, l'austérité des grands principes s'affiche imperturbable. S'agissant de la participation d'élus communistes à des manifestations officielles avec les représentants du colonialisme, le parti n'impose aucun diktat à ses membres avec la seule réserve que le communiste qui participe à ces manifestations doit profiter de l'occasion pour affirmer solennellement la politique du parti et les revendications populaires, pour mettre en avant et faire progresser les mots d'ordre du parti. Ce qui est proscrit, ce sont les conciliabules occultes hors le contrôle populaire, les arrangements secrets à l'insu du parti avec l'ennemi de classe, lesquels se font toujours sur le dos du parti et du peuple. La présence publique des maires, des conseillers généraux, de syndicalistes communistes à la réception de Gaulle ne pouvait en elle-même nuire au combat populaire, en l'état actuel de notre lutte. On se souvenait encore que Tomisch très courageusement s'était abstenu de toute participation à cette action de masse, manifestation du 8-7-66, contre l'agression américaine au Vietnam, prétextant qu'il était surveillé par la police et qu'il ne devait se trouver à aucune manifestation publique sans risque de se créer des complications. Et dire que des reproches m'ont été vivement adressés lors de manifs anti-Yankees devant le même centre culturel américain, où je dénonçais avec de jeunes camarades la guerre contre le Vietnam, contre l'agression de l'armée nord-américaine en République dominicaine, contre l'existence du Goshen College à la Lézard de Petit-Bourg, encore une entité de la CIA. Mais faute de détermination des dirigeants du parti, appelant à une manifestation silencieuse et vraisemblablement doucereuse, voire feutrée, à l'image du bicentenaire, je n'ai pas utilisé de faux prétextes, comme l'affirme avec à la fois indécence et jouissance le secrétariat. J'ai crânement refusé de m'associer à ce semblant de protestation. Police et complications, il ne s'agit pas d'exagération mais d'affirmations dignes de petits colporteurs de sentiers pentus. En définitive, cette abondante note du secrétariat évoquant le comportement non officialisé, donc négatif du groupe antiparti Montrose, Ludger, Boisel et Tomisch ne pouvait être qu'un paravent aux défaillances reconnues d'une direction en perdition, laquelle se débat dans une valse de conjectures. Et ce ne sont pas les manœuvres de division du groupe antiparti qui hâteront l'arrivée de ce moment, la fin du colonialisme. Mais c'est bien le travail d'explication, de clarification et de mobilisation que poursuit actuellement la direction du parti qui est de nature à faire mûrir les consciences, à faire surgir les cadres compétents, dévoués et désintéressés et permettre l'accession de notre pays à un régime d'autonomie dans une union avec la France. 1 an après la conférence tricontinentale, les justifications et les tentatives de clarification ne cesseront de bouleverser les consciences tourmentées. L'étincelle du 14 janvier 1967 exhibera toujours avec fierté et ostentation la lettre de Georges Tarré, intitulée Lettre ouverte aux scissionnistes. Brunois 7-1-67. J'ai lu la bombe de Noël. Les traîtres du PCG ont décidément choisi la fin d'année pour agir. Après la déclaration de Bainbridge de Dessous, nous pourrons dire avec cette nouvelle déclaration, les renégats frappent en fin décembre. C'est leur manière de nous faire des cadeaux empoisonnés, mais pas pour tout le monde. Les adversaires de l'autonomie en profitent toujours. Ainsi donc, ce papier a sa place dans la poubelle de l'histoire de la Guadeloupe, mais il a un mérite, celui de dévoiler au grand public les noms des conspirateurs qui opéraient, certains dans l'ombre, d'autres en plein jour, depuis déjà un certain temps à la démolition du parti. Je vous avoue que je n'ai pas eu de grande surprise en parcourant la liste des signataires. On vous connaissait à peu près tous. On y trouve bien sûr quelques farfelus inconscients ou une petite minorité de militants abusés, mais vous êtes au grand complet, sauf les absents et les 2 qui sont restés dans l'ombre. Pourquoi ? Peut-être ménage-t-on les arrières, mais c'est vain. On vous connaît, messieurs, et j'étais partisan dès le dernier congrès de trancher sur le vif, de vous dénoncer tous impitoyablement. Je reconnais que la tactique poursuivie par la majorité des camarades était juste. Elle consistait à vous pousser dans vos retranchements et vous accuser à jeter bas vos masques. Voilà qui est fait. Dès les premières mesures de durcissement, vous avez perdu le Nord. Vous vous défendez d'être des pro-chinois, mais vous utilisez aveuglément les méthodes chinoises. Ce qui est valable pour les gardes rouges,
dénonciation des révisionnistes à l'aide de placards, affiches, tracts adressés au peuple, est possible s'explique dans un pays communiste, entre communistes, encore que regrettable. Mais chez nous, vos méthodes profitent uniquement à la réaction coloniale, dont vous devenez étrangement de dévoués agents. Quand on est si fort, et qu'on a l'appui de tant de sections, selon vos panaches de signatures, avant de faire la fumée à l'extérieur, on fait un volcan à l'intérieur, c'est-à-dire, on prend à la majorité la direction démocratique des affaires, mais ce ne sont pas là vos intentions véritables, vous n'avez d'ailleurs pas choisi cette voie. Vous êtes des bavards impénitents et des incapables. Votre dessein est net, clair. Boycottez les législatives au profit de qui vous savez. Je suis l'objet d'une délicate et galante attention de votre part, ce qui me vaut dans une feuille fielleuse, bourrée de discrédits et de calomnies sur tant de gens, d'être la seule nommée en clair. Ce plein feu sur ma petite personne est encore une de vos nombreuses erreurs tactiques, car enfin, à moins de considérer les Guadeloupéens comme des retardés mentaux, comment leur faire avaler que ma candidature en deuxième position ait gêné celle de R. Girard? Peut-être, tenez-vous la cavée comme un homme mort. Ou alors, estimez-vous notre grand leader Girard en si basse posture au point de lui disputer une place de second sur une liste de députés? Il eût été plus logique de s'attaquer aux candidatures, Ibéné, Lacavé, Archimède si on voulait contester une place pour Girard. C'est ce qu'on pense à Paris. Mais on dit aussi à Paris que le nom de Girard est un paravent derrière lequel se profilent des ombres chinoises. Ludger, Le Borgne. Alors nous aurons beaucoup à dire. À bientôt messieurs. G. Taré. Qui n'est plus ignoré de tous, grâce à vous. Début d'année 1967, se préparent les élections municipales de Petit Canal. Au cours de la campagne, Maximilien Vrécor invite les scissionnistes à se mobiliser autour de lui pour assurer sa victoire et détrôner ce vieux briscard départementaliste Albran, défenseur des usiniers. À la conférence de clôture de campagne, au bourg, Max Gano présidera. Les intervenants seront Barfleur, Tomiche et Boiselle. Le jour du scrutin, on retrouvera dans les bureaux de vote de Sainte-Geneviève, Boiselle comme assesseur, à Balin, assesseur Alexandre Archimède, délégué Tomiche, assesseur au bourg Stéphane Archimède, délégué Serge Pierre Justine qui s'était discrètement entendu avec Vrécor pour être présent le jour J. Battu de près de 500 voix, Albran, à l'issue du dépouillement, fait emporter les documents par le sieur René Coco qui s'en ira les dissimuler sur une vieille citerne, derrière l'église de Petit Canal. Lieu que notre vigilance en action et notre détermination ont permis de trouver afin de les récupérer. Menacés après les résultats par la horde d'Albran qui avait fait dresser un barrage à la sortie du bourg, en direction de Pointe-à-Pitre, nous avons dû, chacun de notre côté, trouver un chemin, qui par les Mangles, qui par Delisle, par Pelletan pour regagner notre domicile respectif. Le 4 février 1967, de Renégat aux Abois, nous sommes comparés dans l'étincelle, aux nervis de l'ère des Satineau, Albran et compagnie, qui étaient dépêchés pour tenter de troubler nos réunions. Tous les thèmes sont évoqués, tricontinentale, législative, le front, complot antiparti, manœuvre d'intimidation, bourgeois, proche de Gaulle, de l'impérialisme, tant et plus. Les militants du parti sont donc invités à s'organiser pour assurer la protection de leurs dirigeants et mettre à la raison tous les nervis anticommunistes. Notre chance, nous avions nos pantalons solidement ceinturés à notre taille. Sinon, prodigieusement absents au cours de la campagne, les dirigeants communistes, à la surprise générale, sont présents autour de Vrécor pour fêter leur victoire la semaine suivante. C'est l'un d'entre eux qui lui passe l'écharpe tricolore. Que s'est-il produit? Vrécor s'est-il servi de nous, malgré l'existence des désaccords dont il connaissait très bien les tenants? Aucun de nous scissionnistes n'a été invité, ne serait-ce qu'à prendre place dans la salle. A fortiori pour tirer un bilan, et mêler une autre voix à celle des récupérateurs. Mon père a été d'autant plus choqué qu'il était membre d'une cellule communiste de la commune. Il avoua qu'il n'avait rien compris à cette inqualifiable dérobade du nouveau maire, en voyant plastronner sans vergogne les membres du bureau politique autour du maire qui avaient sans doute d'autres visées, le mandat de conseiller général et pourquoi pas une place de député suppléant. Il serait superflu d'évoquer toutes les tracasseries faites à ma mère après le décès subit de mon père, son époux. Les limites du terrain communal furent déplacées autour de la maison familiale. D'où repositionnement de la clôture.
Le côté de 15 mètres entre les murs et le grillage passa à 2,50 mètres, et inversement de l'autre côté. Les plantes et arbustes durent être arrachés et transplantés ou carrément abattus. Ce qui n'empêchait pas le maire de se pointer encore, lors de chaque consultation électorale, pour quérir la voix de ma veuve de mère. Un jour, le maire qui est aussi directeur d'école a reçu avec arrogance et désinvolture ma mère qui lui demandait d'intervenir auprès d'enfants qui très souvent enquiquinaient, voire même tapaient sa nièce qu'elle élevait. Sa réponse a été « Vous êtes la seule de tous les parents à vouloir vous plaindre. » Et de tourner le dos. Il n'a pas manqué de garder à mon endroit le même niveau de sympathie que celle que me prodiguait le secrétaire général et compagnie. Comme quoi on peut être grand par la taille, mais un nain dans sa composition psychologique. Mes vrais corps ne s'embarrassent pas de préjugés mémoriels. Près de 7 ans après, il adresse à ma mère sans la moindre gêne la note dactylographiée suivante. Parti communiste guadeloupéen. Section de Petit Canal. À Monsieur Bordelais-Aubierge. Il nous a été donné de constater que vous n'avez pas participé au scrutin du 2 décembre 1973. L'importance de la signification. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.